Et oui, nous sommes aujourd'hui à l'Estac, à Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas. Un espace particulier pour moi. Je suis très heureuse de revenir à l'Estac après plusieurs années parce que j'ai rencontré Fanja Randriamanjato il y a... L'ai-je bien prononcé? Parfait, impressionnée. J'ai rencontré Fanja il y a bientôt 8 ans, lors de ma première grossesse. Et Fanja a cette particularité en tant que sage-femme de proposer un accompagnement dans la pleine présence, notamment à travers les outils tels que l'autonomie, mais pas que. Être dans son bassin, comment est-ce qu'on est en présence. Je me rappellerai toujours du premier exercice que tu nous as fait faire avec mon mari dans le bus. Ah oui. Alors j'aime bien dans les interviews proposer des défis, vous voyez, tenez, ça n'est un. En ce moment, je demande normalement un défi à l'intervenant, puis finalement, en ce moment, il m'en vient aussi pendant l'interview. En fait, ce fameux exercice du bus, c'est de s'asseoir côte à côte et de se demander comment on se sent quand on est dans un bus et est-ce qu'on se sent avec l'autre ou est-ce qu'on se sent loin de l'autre tout en étant à la même place sans bouger. C'est un exercice de ressenti de la présence. Et c'est un exercice qui m'a vraiment marquée parce que c'est vrai que je me suis souvent rendu compte que des fois on est à côté de quelqu'un et en fait on n'est pas ensemble. Et ça peut vous parler, par exemple dans un couple, au bout de quelques temps, finalement on vit les uns à côté des autres. Et je vous invite à nous dire en commentaire si ça vous parle. Je pense que vous avez dû le remarquer. Et c'est des choses où à un moment on se dit, quand on se rend compte qu'on vit en parallèle, c'est des moments qui sont importants de conscientiser pour se dire, ok, mais attends, là, je suis rendue où? Où va ma route avec cette personne? Et puis en général, est-ce que je suis vraiment dans l'instant présent? Bon voilà, j'ai présenté de manière un peu particulière l'accompagnement de Fanja. Ouais, dans l'instant présent et dans le être avec. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas seulement être dans l'instant présent en solo, c'est toute la dimension de être ensemble. C'est ça. Et de se sentir ensemble. C'est ça. Qui fait toute la différence. Donc voilà. Avec cette capacité qu'on a de s'ouvrir, de se dilater à travers la qualité de présence ou de se refermer ou d'être dans un espèce de focus sur un point précis. Voilà. C'est tout ce jeu d'ouverture et de fermeture de façon consciente. Voilà. C'est ça. Qui va de pair avec aussi cette notion de l'introduction quand on échangeait, où est ma place, quels sont mes oui et quels sont mes non. Oui. 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 Hein, c'est dans mon territoire, quels sont mes oui et quels sont mes non. Et parfois, je dis oui à quelqu'un alors que c'est un non pour moi, en fait. Tu vois, toute cette dimension de mon espace intérieur, l'espace que je partage avec l'autre, le mouvement en interaction, ce qui est vivant ou pas vivant. C'est complexe, c'est riche. Oui. Et c'est à la fois simple et tellement intense. Ouais. Et toute cette dimension dans la construction autour d'un enfant à venir, qui est toute l'expression de la création qui est en cours de route et qui aboutit à quelque chose en chair et en os. Au bout, il y a toujours un résultat quelque part. Oui, dans ce oui ou ce non, ou ce je crois que je dis non, mais en fait je dis oui, ou inversement, il y a toujours un processus de création à l'œuvre. Tout à fait. Et donc être conscient de ce qu'on envoie quand on dit ça et qu'est-ce qui va se créer derrière. Et que ce soit un enfant ou une relation. Ouais. Et donc, il y a une question que j'aime poser aux intervenants dans le cadre d'Inspire the Change. L'idée, c'est voilà, d'inspirer la communauté des parcours
variée de gens que j'estime pour moi engagés, D'accord. qui sont engagés dans le monde à leur manière. Et est-ce que j'aime bien poser cette question qui, pour l'instant, à chaque fois, on m'a répondu « Ah, j'utilise pas du tout ces mots » et c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu te considères comme une militante, une activiste ou quelqu'un d'engagé? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi et quelle est la cause dans laquelle, là ou ou la manière de, toi, tu œuvres dans le monde? Alors, activiste, je ne sais pas. Militante, peut-être. Mais il faudrait approfondir en termes de quel est le sens de ce que je mettrais moi derrière ce mot. Ouais. Engagée, oui, totalement. Parce que moi, je me sens engagée dans l'être. C'est à la fois un engagement personnel dans notre propre profondeur, et donc ce qui va de pair avec un travail intérieur qu'on fait tout au long de notre parcours, et puis à notre engagement vis-à-vis du fait d'avoir à transmettre autour de qu'est-ce que c'est que d'être dans l'être. Tu vois ? Et qui passe pas forcément par démontrer les choses, mais qui passe plutôt par être. C'est très incroyable, oui. hein, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, et au fur et à mesure, je déconstruis toutes les manières que j'ai eues quand j'avais 25 ans de penser comment il fallait faire pour accompagner les personnes, notamment dans la démarche de devenir parent, pour finalement vivre l'expérience d'être parent avec des enfants tout petits qui maintenant sont grands, et de s'apercevoir que tout le long de notre vie, on déconstruit tout ce qu'on a cru être des certitudes au début sur ce que c'était être, tu vois. Donc mon engagement est autour du fait d'avoir à pas considérer que la réponse elle est toute faite, elle est inscrite dans c'est comme ça, et de savoir au fil des étapes de ma vie, parce que ça colle avec ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, eh bien de redisposer les choses, d'évoluer en fonction de mon contexte autour, du contexte mondial, de sentir quelles sont les différentes tendances, et effectivement en même temps je me sens beaucoup plus proche de la femme du fait de mon activité, mais des familles aussi, et en même temps spontanément je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup d'hommes, de pères qui viennent à ma rencontre pour effectuer les demandes, et je m'aperçois que c'est plutôt un engagement dans ce que c'est être au féminin. Tu vois, on peut être au masculin avec son énergie masculine, aller de l'avant, et voilà. Mais finalement, moi, je m'aperçois que mon engagement est autour d'être au féminin avec tout ce que ça signifie d'avoir à l'incarner. Et oui. Et surtout quand tu parles du parcours que tu as eu pour interroger la manière dont tu accompagnais au début et aussi être, finalement j'imagine qu'au début de ton parcours professionnel il y avait énormément de faire, beaucoup de techniques, à partir du moment où tu es à de modes l'hôpital, d'emploi, de recettes. Voilà, à partir du moment où tu es à l'hôpital, tu es dans un protocole, parce que moi j'ai commencé à l'hôpital avec tout ce que j'avais étudié pendant toutes mes années d'études, et les prises en charge, les conduites à tenir, les protocoles. Voilà, les protocoles. Et puis finalement, de m'apercevoir que tous ces protocoles étaient aussi en permanence en évolution, avec la politique de santé, et qu'il y avait en permanence que des mouvements qui mettaient en mouvement
aussi face à la demande des gens, et c'était constamment en mouvement, donc c'est la vie qui est aussi en mouvement, Oui. tu vois. Donc ce que tu apprends quand tu sors de tes études avec toutes les idéaux que tu as en tête, la réalité qui ne correspond pas toujours avec ce que tu as appris, l'adaptation dans laquelle on est. Et effectivement, moi, très très vite, je suis allée dans un endroit qui correspondait à ce que j'estimais être ma place, parce que j'ai travaillé dans un hôpital périphérique de Marseille, un hôpital général, à échelle humaine. Il y avait, extérieurement parlant, toutes les conditions qui me permettaient, quelque part, d'exercer mon art en étant en adéquation avec ce que j'étais. Et au fil de l'évolution, comme la société évoluait et les politiques de santé, je me suis rendu compte que en tant que professionnelle, on était de plus en plus étriqués. Et c'est aussi ce qui m'a permis de me dire qu'il fallait que je m'installe en libéral, aussi parce que j'avais une vision à partir de l'observation que je faisais dans le quotidien de mon activité, en me disant mais j'arrive trop tard pour les femmes. Ouais. En ne faisant que de la salle d'accouchement. Donc soit les femmes, elles sont suffisamment réceptives pour pouvoir entendre parfois les propositions que j'ai à leur offrir. Et puis il y a des choses qui étaient dans le flot et ça passait. Et puis il y avait des personnes qui étaient déjà ultra fermées. Et c'était difficile de les faire. Et on était dans l'effort, dans la résistance, dans l'augmentation de la médicalisation. Et plus ça devenait ça, plus ça me frustrait. Oui. Et c'est en cela que je me suis dit, ok, remontons dans le temps et arrivons dans la vie des gens au moment où ils s'apprêtent à rentrer un petit peu dans le projet de cet enfant au 4e mois, parce que on passe le cap où on se dit est-ce que ça va tenir, pas tenir, tu vois. Et là, les gens sont plus disponibles à entendre. Tout à fait. Et je m'étais dit, bon, bah, rien n'est prévu pour ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les premiers entretiens. D'accord. Tu vois, et je me disais, mais j'arrive trop tard à 7 mois. Mais donc, trop tard à 7 mois, j'ai pas 2 mois pour expliquer à une femme tout ce qu'elle va vivre dans la naissance, voire après. Oui, puis l'accompagner aussi à rentrer en présence et dans le oui, qui va ouvrir, qui va permettre d'être relâché, donc de faciliter le passage. Que si on arrive trop tard, et selon là où en est la personne, il peut y avoir un processus de nettoyage, de croyances, etc., qui est plus ou moins long. Oui. Et du coup, pour l'amener au oui, qui va être dans l'urgence, et du coup qui sera... C'est ça. Voilà. Mais à cette époque-là, j'étais pas encore dans ça. J'étais en fait un petit peu... je me suis installée en libéral en me disant... il n'y a plus d'accouchement naturel, on est dans des programmations, ça se termine avec une escalade de la médicalisation. Si on propose à une personne d'être déclenchée, effectivement, il y a la probabilité pour qu'avec un déclenchement, on propose une péridurale. Et puis c'était... Voilà, c'était la course avant. Voilà, c'était le mouvement qui faisait que c'était en effet contrôlé, mais... ça permettait plus de soi-même de vivre les choses à l'échelle de l'humain qui se confronte. Donc, et cette notion d'être confronté envers ce qui se passe pour soi-même, c'était quelque chose qui pour moi était important, et on était loin du oui. Ah oui, d'accord. Tu vois. Donc, du coup, quand moi j'ai un petit peu cherché autour de comment accompagner pour qu'une femme puisse être autour de l'accouchement naturel, au travers de toutes les recherches que j'ai pu faire, des rencontres, des conférences, des congrès, voilà, les Le Boyer, les Michel Audin, enfin toutes ces personnes, les sages-femmes qui sur Marseille faisaient des accouchements à domicile, voilà, j'écoutais, je regardais, en fait ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas, il y avait une partie manquante, oui, qui était celle de la place de l'enfant, la puissance qu'on peut avoir quand on se sent ensemble, et qui n'était pas seulement être dans une manière d'accoucher. Oui, c'est ça. Donc j'ai basculé sur le versant de l'être qui est en relation. C'est vrai que... ouais. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'autonomie qui
qui permet à des parents de découvrir comment s'installer de façon délibérée dans cette qualité de présence, dans cette qualité de la rencontre avec l'autre, avec cette idée d'arrière-fond que finalement ce dont a besoin le bébé, c'est pas une femme qui fasse quelque chose, Oui. donc faire, Oui. qui apprend quelque chose pour faire, mais qui découvre comment elle peut être là pour, qu'elle peut être là autour, qu'elle peut être là avec, ou qu'elle peut se sentir avec, pour offrir un climat autour. Et ce que je réalise au fil des années, c'est que mon engagement est celui de ne pas changer une personne, mais d'offrir un environnement ou un climat et une atmosphère autour, qui est le fameux climat affectif, tu vois, qui permet les échanges. Un petit peu comme dans une cellule, on a un noyau, un cytoplasme, une membrane, et que le cytoplasme, qui est cette espèce de magma autour du noyau, c'est pas là qui commande. La place, c'est dans ce cytoplasme qui permet la circulation des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est ma place. Tu vois ? Inspire, expire. C'est ce ça. Que je, Donc, tu vois, ça permet le souvent. mouvement, voilà. Et effectivement, donc du coup, c'est quelque chose qui fait la liaison, tu vois, et au fil du temps, et puis en même temps, quand on permet à un couple de découvrir qu'ensemble, ils peuvent développer un soutien mutuel dans cette réciprocité. Donc, qu'est-ce que c'est la réciprocité ? C'est pas toujours, il y en a qui n'ont pas compris ce que c'était, mais c'est quand même un aspect de l'amour entre deux personnes, la réciprocité, la notion d'équilibre à l'intérieur de ça. C'est pas un qui donne, l'autre qui prend. Et comment on arrive où on n'arrive pas à recevoir. Voilà, c'est comment on s'ouvre, tu vois. Et donc comment on est dans la présence avec l'autre et comment on invite. La notion d'invitation, tu vois. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand j'ai découvert. Alors, on m'avait parlé de l'autonomie, puis c'est comme ça que je t'ai découvert. Mais quand j'ai fait l'autonomie avec toi, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage que ça soit que les humains qui vont avoir un enfant qui suivent ce parcours-là. Parce qu'en fait, ce que tu transmets, c'est utile pour tous les êtres humains, pas forcément ceux qui vont attendre un enfant. Ah oui. Retrouver tout ça, retrouver cette présence. Ah oui, mais sauf que, après, je dirais que l'autonomie, entre autres, ou d'autres propositions qui fonctionnent sur ces mêmes modalités, il y a d'autres propositions, ça porte d'autres noms, mais ça existe oui, en fait, tout à fait. tu vois. Oui, bien sûr. Dans ces démarches d'accompagnement, ça n'existe pas qu'au travers l'autonomie. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que... Ça a été posé comme ça. Mais... Moi, j'aime beaucoup ton approche, en fait, ta manière de le faire, tu vois. Oui. Parce qu'on en revient à ça, on en revient au faire et à l'être. Et qu'effectivement, des techniques, il y en a plein. Bien sûr. Mais avec qui, comment on se sent avec cette personne quand on fait. Voilà, pour moi, c'est vrai, moi, j'aime énormément ta présence, la manière dont tu es soutenante et à la fois non envahissante, tu vois, et où tu permets aux gens, je dis aux gens, à moi en l'occurrence, mais d'être qui ils sont, et aussi de manière sereine. Tu vois, posée, où on calme le mental, et on redescend le corps. C'est ça. C'est ça, parce qu'on rentre réellement dans le monde de la sensorialité, du sensitif. Il y a une personne qui m'avait dit « oui, mais c'est perché ». Et je dis « c'est perché peut-être dans l'idée qu'on s'en fait, mais dans la réalité, ce que ça propose, c'est d'être dans l'expérience. Et si on n'entre pas dans ce jeu de vouloir être dans l'expérience, parce que moi j'ai une dimension où je comprends les choses parce que je les vis, pas parce que je les comprends, parce que je les comprends. Oui, c'est ça. Voilà. Et pas parce que tu les détricotes avec le cerveau, quoi. Ah ouais, mais je peux tout m'expliquer dans mon cerveau. Concrètement, tant que je ne suis pas dedans, je ne peux pas sentir. Je suis incapable de choisir une maison, tu vois, les maisons sur plan. On me montre les plans, je suis pas très bonne. Oui, tu vois, un ami me disait « ouais, je t'explique comment je vais faire ma cuisine, alors je vais mettre là, et puis la pièce était vide. Hein. » Et là, je regarde, je fais « je comprends pas. » Comment ça, tu comprends pas? Et à ce moment-là,
il m'a dit attends, il a fait un truc super sympa. C'est que comme ils étaient en préparation d'installer les meubles parce que rien n'était fait, tu vois, et ben sa femme lui a dit j'ai compris ce qu'elle dit, parce qu'elle dit nous entre nanas on se comprend. Et en fait, il est allé chercher des cartons. Et il est allé, comme c'était des cartons de meubles, c'était volumineux, il m'a installé les volumes. Ah, excellent! Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a installé les volumes et tout ça. Il m'a dit, tu vois? Ah ouais. Donc j'étais dans l'espace, il y avait des cartons. Voilà, parce que je disais, mais comment vous allez transformer? Mais je n'arrivais pas à m'imaginer. Donc je suis incapable de m'imaginer à partir de quelque chose de très conceptuel. Mais par contre, une fois que je suis dans la scène, dans la place, là, je fonctionne avec tous mes sens et je peux sentir. Et à partir de ce que je ressens, c'est pour ça que ça pour moi, c'est de l'engagement. À partir de ce que je ressens et qui est vrai pour moi au moment où j'y suis, donc ça veut dire que ça ne peut fonctionner qu'en temps réel, je peux sentir si c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Ce que je peux changer, ce que je peux ne pas changer. Et dans quoi tu mets ton énergie? Exactement. Est-ce que ça t'appelle? Et c'est ça, c'est ce retour au corps dont on parlait aussi avec Pierre quand je l'ai interviewé l'autre jour, ce côté retour au corps qui lui est à l'instant et qui se trompe pas dans le message qu'il te donne. En fait. C'est ça. Et c'est vrai que quand les 3 grossesses que j'ai eues, c'est vrai que la première, j'étais beaucoup dans le comment on fait. C'est ça. Et la dernière, je me souviens, puisque maintenant on est à Toulouse, j'avais cherché une autre sage-femme en apto. Et elle m'avait dit, mais en fait, vous avez besoin de rien, vous avez juste besoin d'être rassuré. En fait, j'avais juste besoin de ça. Et j'avais juste besoin de sentir mon compagnon qui était là. Et bon, étant donné notre histoire, on avait chacun... On s'était un peu éloigné dans la façon de vivre cette 3e grossesse, on avait des craintes, donc chacun était dans sa bulle. Mais c'est vrai que, en fait, je pense lui aussi avait besoin juste qu'on se soutienne, ne serait-ce que par la présence. Tout à fait, et pas dans le comment on va faire, comment on va gérer. C'est ça. Et c'est vrai que c'est atypique en fait. C'est là aussi atypique dans ce type d'engagement parce que on est vraiment dans une société où il n'y a que des procédures, tu vois. Là, récemment, j'ai fait un achat et j'arrivais pas à trouver le moyen. Je dis, mais je n'ai pas reçu mon colis. Et on me disait, telle procédure. Et là, alors, dans quel monde on est? C'était pas le monde que je connais, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on se calme. C'est pas ton domaine, mais tu vas y arriver. Et après, j'ai trouvé le chemin pour pouvoir dire, en fait, rien n'est arrivé, j'attends, rien n'arrive, pour pouvoir changer la situation. Et ce qui a changé, mais c'était un mode d'emploi encore, tu vois, et on est vachement dans le mode d'emploi. Donc, comment qu'on fait, quoi? On est vachement dans cette demande de comment qu'on fait. Et je fais exprès de le dire comme ça, finalement. Alors qu'en fait, on a beaucoup de choses en nous. Et comme on ne sait pas entrer en contact avec ça, eh bien on pense que c'est à l'extérieur qu'on va aller chercher la réponse. Et donc, tu vois, tout le travail, moi, dans l'engagement, c'est de permettre aux personnes de développer leurs propres ressources. Mais pour pouvoir développer ses propres ressources, cette personne, elle a besoin de se sentir contenue dans quelque chose, d'où mon histoire de climat. Et ça, quand on véhicule quelque chose, on est obligé d'être dedans avec cette capacité d'être dans cette ouverture en restant toujours à sa place, tu vois. Et j'ai appris plus ou moins à mes dépens de ne pas apporter de l'aide à des personnes qui ne le demandent pas, même avec mon grand cœur, tu vois. C'est la base de l'accompagnement qu'on oublie souvent parce que comme on est porté intérieurement par l'envie entre guillemets d'aider, dans la belle acceptation du mot, des fois, c'est comme c'est nos tripes qui vont. C'est ça. Ah zut, on m'avait rien demandé. C'est ça, c'est exactement ça. Et pendant tout ce parcours, eh bien, c'est exactement ce que l'engagement dans lequel j'ai été amenée à cheminer était de celui d'entrevoir que tout ce que j'avais envie moi ne correspondait pas à tout ce qu'avait envie l'autre. Tout ce que je voyais moi de l'autre n'était pas ce qu'il avait envie de voir de lui-même.
Et tout ce que À j'imaginais l'instant comme T. potentiellement la personne pouvait faire n'était pas ce qu'il avait envie vraiment. Oui. Et donc, Donc, potentiellement, ce qu'il pourrait faire du coup. Exactement. Donc, ce qui signifie que, tu vois, c'est comment permettre à une personne de redonner sens à ce qu'il veut. Et puis, c'est aussi savoir laisser une personne, comment dire, aller vers quelque part où finalement, elle va pas aller là où elle veut. Parce que tu vois très bien qu'elle insiste pour faire quelque chose et que ce n'est pas juste en fait pour elle, mais c'est aussi pas l'empêcher De le tester quand même. Voilà, exactement. Tu vois, et ça c'est quelque chose qu'avant j'aurais pas pu faire. D'accord, oui. Tu vois, et quand je fais par exemple les cours en piscine, je vois qu'une personne est en train de faire beaucoup d'efforts et pendant une demi-heure dans l'eau, je la laisse ramer quoi. Ah pour oui. de vrai. Ah oui. Et puis au bout d'un moment, je fais alors, c'est satisfaisant? Non, ça va pas. Est-ce que tu pourrais le faire? Et puis je fais une proposition, la personne prend ou prend pas, Ah, ouais. mais je n'essaie pas de corriger. Donc tu vois, un praticien essaye toujours de corriger pour que l'autre fasse bien. Et puis quelque part pour gagner de faire gagner du temps. Aussi, de vouloir Alors accélérer qu'en fait, quelque chose. des fois, voilà, accélérer C'est ça. le processus. C'est ça. Pensez-y dans vos projets aussi. Dans n'importe quoi, dans Ouais. votre vie, souvent on est impatient. Et dans C'est le ça. côté faire, on veut aussi que ça aille vite. Mm. Et ça revient souvent de se dire, la nature ne va pas toujours vite, même rarement. Elle va à la vitesse qui est la bonne. Mm. Et des fois, on dirait qu'elle fait rien et elle ne fait pas rien. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dans un process de quel qu'il soit, souvent on est pressé. C'est ça. Et alors qu'en fait, si on grille des étapes, ne serait-ce que celles qui ont l'air d'être des erreurs, ben en fait, ça sera... On n'aura pas gagné du temps parce qu'il fallait faire le processus pour Tout à aller, fait. comme tu dis, ressentir, ah là là, en fait, je patauge. C'est ça. Et en fait, Beaucoup ça vient d'efforts. toucher quoi? Et j'ai aussi besoin de sentir pourquoi je patauge ou je patauge, alors que alors, au lieu qu'on vienne me dire, attends, je vais t'éviter de patauger. Pas toujours, en fait. C'est ça, c'est ça. Et de la même manière, pour moi, en quittant l'hôpital, j'avais identifié très très vite que j'étais quelqu'un qui était dans la lenteur. Même si je réfléchis très très vite et j'analyse très vite. Donc il y avait deux vitesses différentes dans des domaines totalement différents et à la fois de pouvoir aussi trouver des ajustements pour assumer la lenteur dans laquelle j'avais besoin d'aller. Tu vois, à la fois j'ai ce côté où j'aime être à la rencontre des gens et être entourée, et en même temps de découvrir combien au milieu d'une équipe médicale on est très nombreux. Et puis en s'installant en libéral, je découvrais combien être seule dans mon bureau avec une personne ou un couple, ça m'allait très bien, quoi. Ouais. Et que j'avais besoin de... voilà, j'ai passé 12 années à travailler seule et j'ai évolué seule sans aucun problème avec cette solitude. Et je me suis dit, mais en fait, tu es une solitaire. Tu vois, après, j'ai recherché de nouveau le groupe, puisque maintenant, je suis depuis 10 ans en groupe. Mais quand je termine le soir, tard, à 19h, et que je suis seule au cabinet, et qu'il n'y a pas mes collègues, je n'ai aucun problème. Tu vois ? Ce qui est rigolo, c'est que j'ai vécu ça l'année dernière. J'ai fait une analyse de personnalité avec un outil que j'aime bien, qui s'appelle le Human Design. Et je dis que c'est un outil que j'aime bien parce que souvent j'en parle. Ce que j'aime, moi, c'est ce que j'aime dans la richesse humaine, c'est la diversité. Et cet outil, en fait, utilise plein d'enseignements de différentes branches, ce qui en fait pour moi la richesse. Et bref, et dans mon profil, il y avait énormément de canaux de solitude. Et donc je pose des questions à la personne qui me fait donc mon profil. Je dis mais je comprends pas, je suis quand même beaucoup en interaction. On me dit très sociable, j'aime rencontrer les gens, etc. Mais c'est vrai que des fois, j'ai besoin d'être peinarde et je me disais que j'avais un problème. Et elle me dit mais non. Elle me dit tu peux très bien être des fois seule et des fois... Et il y avait un truc en moi qui croyait que ça allait pas ensemble en fait. Et c'est là aussi qu'est venu comprendre cet inspire, expire. D'ailleurs, je l'ai fait à l'envers. En plus. Inspire. Expire. Comment? En fait, être seul, c'est inspirer, c'est aller en soi, être tranquille,
pour ensuite expirer, aller avec les autres. Et en fait, il n'y en a pas un et l'autre ou en opposé. En fait, c'est un, oui, il n'y en a pas un ou l'autre, j'oserais dire, mais plutôt un et l'autre. C'est-à-dire que, en fait, c'est complémentaire. C'est complètement, voilà, c'est complètement normal et sain que savoir être seul et savoir être en groupe et vice versa, des moments plus dans un sens et moins dans l'autre, etc. Comme tu disais, la vie est mouvement, donc là aussi, il n'y a pas de règle jusqu'à la fin de se dire je vais être 90% sociable et puis 20% solitude. Enfin, ça veut rien dire en fait. Ça veut juste revenir encore une fois à soi et se dire ça. Là, j'ai besoin de ça et j'ai envie de ça et savoir se l'autoriser. C'est ça. Et pour moi, c'était vraiment une découverte dans la manière dont je vivais mon temps et en même temps de partir à la découverte de comment mon temps était un temps qualitatif aussi. Et c'est vrai qu'on a envie de donner, donc donner, c'est donner aux autres aussi. Et mon premier réflexe, c'était donner d'abord aux autres pour en arriver au bout de les enfants, le machin, la maison, le machin, le compagnon, à soi. Et quelque part, au moment où on est exténué, c'est-à-dire au moment où on n'a pas le choix que de prendre du temps pour soi, mais en fait c'est la mauvaise qualité finalement. Voilà. Parce qu'on attend de se dire ah là je le mérite parce qu'en fait je suis cuite. C'est ça, c'est ça. Mais en fait c'est un inversé quoi, tu vois. Et c'est aussi, voilà, quand moi je suis sortie du mouvement, des plannings, etc., et que j'ai disposé de mon temps, et que j'ai décidé de quel temps j'allais mettre, et il fallait le vivre pour aussi moduler avec la vie, avec les enfants, la maison, le temps pour aller au travail, le machin, enfin, et du coup c'est lent parce que tu expérimentes un certain temps et tu viens en tout cas, estimer intérieurement si c'est juste ou pas juste, et c'est toujours des choses que tu mets en balance, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis je suis lente, parce que le processus est lent à se mettre en place, tu vois. Et une fois on se sent bien en place, au fur et à mesure, c'est comme une construction qui graduellement, c'est comme, voilà, ça vient se construire petit à petit, et ça devient juste parce qu'il y a de plus en plus de pièces qu'on identifie et qui est au bon endroit. Mais tu vois, mon développement, il est lent pour moi, tu vois, d'une certaine manière. Je fais le truc fulgurant, tu vois. Et donc voilà, et c'est en cela où. Et encore, exemple, tout est relatif dans le lent. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Voilà. Et voilà, c'est pas à 30 ans que j'ai décidé d'écrire un livre, que ça a marché, blabla. Il y a des gens qui le font, tu vois. Ouais, et encore, je sais pas. Est-ce que c'est pas une croyance aussi je sais pas. On croit que certains vont vite, mais en fait, on voit pas le travail de sous-marin qu'il y a derrière. Hein. Et c'est vrai que graduellement, au fur et à mesure qu'on est installé dans quelque chose, qu'on identifie, qu'on modifie, que ça change, et ben, c'est aussi de s'apercevoir on sent qu'on a besoin d'évoluer aussi, tu vois. Donc l'engagement est aussi de pouvoir se dire je ne reste pas dans mon confort et je maintiens ça pour 30 ans, quoi. Oui. Tu vois. Moi, je suis incapable de le faire dans tous les cas. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive, etc. Et de toute façon, vivre avec des enfants nous amène à découvrir pendant toute la période où ils sont à nos côtés que voilà, ils vont à l'école, puis ils vont à une autre école. Oui, même si on voulait ne rien bouger, la vie ne se charge de... Voilà, donc tout ça évolue ensemble, et c'est le plus difficile, c'est de trouver de la justesse, en fait. Tu vois, de la justesse. Donc l'engagement, ouais, il est pour moi dans ce sens-là, et au fur et à mesure, tu vois, de se rapprocher de ce qui nous fait vibrer de plus en plus intimement. Et tu vois, quand je te dis mon engagement est d'être au féminin, parce que j'ai réalisé que à travers tout le chemin que j'ai fait depuis 25 ans, c'était d'assumer, de faire les choses, sous l'angle de la sensibilité qui est si atypique dans le milieu médical. Ouais. Tu vois, et c'est là où j'ai un petit côté où en permanence j'étais la personne qui ne fonctionnait pas comme tout le monde. C'était étrange de dire il y a 20 ans on prépare les femmes dans l'eau de mer.
tu vois. C'était étrange de dire je ne fais pas de technique médicale parce que je vais développer une technique qui relève des sciences humaines. Dans un environnement qui était assumé de je suis une profession, enfin issue d'une profession médicale quand même. Donc j'ai mes données médicales, mais je vais exercer en me retirant de la technique pure et des méthodes de réflexion pure pour aller chercher cette autre part qui est surtout la part humaine avec la vie psychique, physique et émotionnelle d'une personne et de cette partie-là qui est tellement imbriquée avec l'autre. Tu vois, et quand moi j'ai qui a l'air qui a l'air d'être c'est ça, séparé mais qui ne l'est pas en fait, parce que ça influence totalement l'expérience d'une personne et cet engagement autour du fait d'avoir assumé que je sois dans ma propre sensibilité, que j'utilise ma sensibilité pour travailler tous les jours, pour moi ça c'est un engagement. Ah oui, tu vois. Oui. Et c'est aussi un engagement que d'avoir à inviter les personnes à aller dans cette voie-là, qui est une voie d'assumer, d'être dans le ressenti tout le temps quand on travaille. Comment tu travailles? Le ressenti. Comment ça marche? Il faut expérimenter soi-même. Tu vois? Donc il faut pratiquer soi-même, tu vois, là, voilà. Et en parlant de pratique, justement, il y a une question que j'aime poser, parce qu'elle donne des clés différentes pour chacun. C'est toi le matin, quand le matin ou à d'autres moments, t'as pas le moral. Tu te réveilles, une espèce peut-être d'aquabond, de démoral, voilà, le moral dans les chaussettes. Ou, comment tu traverses ça? Ça n'arrive jamais. Très très peu. Voilà. Ça m'arrive très très peu. Parce que tu vois, cette histoire de l'espace de solitude, cet espace de la vitesse à laquelle je vais, l'environnement dans lequel je travaille. Moi, quand je pars de chez moi, je suis toujours très contente d'aller travailler. Quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie. Et même si, est-ce que tu peux être inquiète pour une patiente qui est partie, etc. Voilà, parce que, par exemple, la poche des os s'est percée, il a fallu l'envoyer. Comment je fais avec ça? Ouais. En fait, parce que tu es quand même potentiellement, alors pas forcément pour toi, du coup, mais potentiellement, tu es dans un contexte professionnel qui peut être anxiogène. Alors, tu vois, qui pourrait être anxiogène. Alors, en fait, quand il y a quand même des choses qui me perturbent, je ne dis pas que je ne suis pas perturbée, tu vois, bien au contraire. Je me souviens qu'une fois aussi, tu m'avais, peut-être que ça te donnera des billes, tu m'avais fait des billes de réflexion et tu m'avais parlé d'un monastère en me disant, je me suis rendu compte un jour que j'allais méditer, tu faisais des retraites de méditation régulières. Et une semaine, je crois. Et un jour, tu m'avais dit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était facile dans un monastère de méditer. Et que c'était une autre paire de manches que de méditer au quotidien dans un contexte de tous les jours. Voilà. Parce que là, le milieu de tous les jours, il est challengeant et il est pas tout tranquille comme dans un monastère. Voilà. En fait, si tu veux... par exemple, pendant plein d'années, je me suis levée le matin à 5 heures. Parce que je me suis aperçue que si je commençais pas ma journée en consacrant du temps pour moi, eh bien, toute la journée qui allait suivre allait être compliquée. Donc, je me levais très très tôt, tu vois, pour pouvoir me consacrer du temps à moi. Et avec les enfants, le travail, le machin, donc j'étais obligée de me lever à 5 heures, 4 heures. Et tu dis obligé, ça te... C'était devenu, comment dire... Ça te faisait plaisir ou quand même tu... Non, je me forçais pas. Parce que de toute façon, j'avais un réveil automatique, je mettais pas un réveil pour le faire. D'accord. Je me levais spontanément parce qu'il y avait quelque chose d'essentiel par rapport à ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça que quand je me lève le matin, que je voyais le lever du soleil qui démarrait, quand
je buvais mon petit café tranquille. Parfois, je méditais ou pas, ou parfois, je faisais des mouvements de gym ou pas. J'allais sur mon balcon, ma terrasse, emmitouflée dans une couverture. Mais je savais que c'était ce moment de solitude que j'avais besoin pour moi, le soir, ça ne fonctionnait pas. Tu vois, le soir, j'étais trop fatiguée de tout ce que j'avais fait de la journée. Pour te donner Pour du me temps. donner, voilà. Donc c'est pour ça que, comme je savais que le lendemain matin, j'avais un rendez-vous avec moi, parce que je prenais rendez-vous avec moi en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, je ne me lève jamais avec en moral étant down. Ouais. Tu vois, je peux arriver le soir en étant down par contre. Oui, Ça oui, voilà. mais pas le matin. Alors du coup, quand tu arrives down... Le soir, Ouais. alors il y avait plusieurs choses. Je sais que je peux arriver au point où je n'ai même plus faim tellement je suis à l'épuisement. Donc il y a eu des périodes où j'étais dans... Alors je me mets devant la télé et je me regarde un truc où il y a des gens qui disent mais comment tu peux regarder un truc pareil? Toi? Ça colle pas avec toi? Mais toi tu peux faire ça? Et je disais oui moi, mais qu'est-ce que c'est vraiment le truc où tu es... tu sais c'est l'émission poubelle quoi. Tu vois, tu es là et puis tu végètes sur ton canapé et juste le truc où tu es presque dans une espèce de divagation parce que même il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Physiquement, physiquement tu te sens complètement molle et je pourrais pas dire que j'avais pas le moral ou pas puisque je pouvais pas identifier puisque t'étais comme il y avait plus de jus quoi. Voilà. Et effectivement, après, voilà, comme je vivais pas seule, et ben, effectivement, autour de moi, les personnes étaient aussi des ressources pour me permettre de me rebooster et de la même manière aussi, c'est un petit peu comme ça aussi que je me suis dit, bon, allez, avec les différentes pratiques, je vais faire telle ou telle pratique, tu vois, au niveau de la méditation. Mais par exemple, maintenant, tu vois, même ce qu'a pu apporter le confinement, puisque tu vois, Oui. ça apporte quelque chose aussi d'être chez soi. Et j'ose pas dire que j'en rêvais, mais j'ai espéré un truc comme ça, tu vois. J'en ai qui me disent j'attends secrètement, sans l'avouer, un deuxième confinement. Voilà. Et parce que ça m'a obligée à sortir du métro boulot dodo finalement. Et en fait, de développer de nouvelles manières de me ressourcer. Et en même temps, quand je sens que je suis en bas, et je l'ai vu beaucoup au niveau du confinement, parce qu'à la fois je travaillais, mais je ne sortais pas, mais j'étais confrontée à pas mal de situations. Je me sentais beaucoup en bas parce qu'il fallait beaucoup soutenir. Ah oui. Et puis devant un écran beaucoup dans le don. Donc, ouais, dans le télétravail aussi. Et puis il n'y avait plus de vrai contact physique avec des personnes à l'extérieur. Et le fait d'être avec un écran et un ordinateur qui fait qu'au niveau de... Je ne comprenais pas, tu vois, j'ai découvert... Enfin, pas découvert, je me disais... cette énergie qui est basse, tu vois, de faire le lien avec la notion d'énergie et que mais je n'ai pas d'ordinateur dans mon bureau, quoi. Tu vois, donc j'étais vraiment dans du vivant avec des personnes, avec une interaction. Et, ouais, et là, tout d'un coup, boum, tu vois. Et en même temps, je travaillais, tu vois. Donc il fallait être présente. Et donc, je me suis rendu compte que maintenant, je peux me faire le matin des pratiques pour remonter mon niveau d'énergie parce que j'essaye d'évaluer la jauge. Tu vois, et j'ai différentes manières d'évaluer la jauge, soit en mangeant, soit tu vois, en m'allongeant. Pendant très longtemps, je me suis aperçue que la seule manière aussi de me restaurer, c'était la position horizontale. Ah oui, de te restaurer, de te remettre en énergie. Ouais, tout à fait. Donc c'était, et finalement, quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que c'était tout le process de réinitialisation qui est ancré en nous en tant qu'être humain et ancien bébé, qui est le processus de coucher assis debout. Ah, d'accord. Quand un enfant est malade, il ne va pas courir partout. Il reste allongé, donc on l'a beaucoup dans les bras. Et il attend que ça passe. Voilà, puis après il s'assoit. Tu vois, quand une personne va à l'hôpital, on ne lui demande pas de s'asseoir directement au fauteuil. On lui dit, on a un lit d'hôpital pour s'allonger. Ah tiens, ensuite, je me souviens pas. D'accord, la personne est allongée parce qu'elle a un problème de santé. Puis après, on va lui dire, bon maintenant c'est le temps de se relever, on va l'asseoir au fauteuil. Okay. Et ensuite, l'autre étape, c'est qu'on va marcher dans le couloir.
Donc on est toujours dans le processus de réinitialisation, c'est coucher, assis, debout. Et moi, je le faisais de façon très spontanée, tu vois. Donc je m'allongeais, puis hop, 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 voilà. Et puis après, tac, tac, tac. Et donc c'était par exemple, voilà, le soir j'arrivais, je m'allongeais sur le canapé, etc. Et puis après, hop, je pouvais me renverser et ça redémarrait. Et au fur et à mesure, j'ai vu toutes ces petites choses que je mettais en place, mais qui correspondaient à des choses que moi j'étudiais et puis que je voyais, que je donnais des conseils pour les enfants, tu vois. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai vu toutes ces petites choses qui, moi, me reboostaient. Voilà. Et quand c'était aussi des choses beaucoup plus émotionnelles, voilà, j'étais plutôt dans d'autres propositions au niveau de méditation, parce que j'ai découvert plein de méditations là, dans ma formation. Et effectivement, je me suis dit, ah oui, mais là j'ai besoin de plutôt tel niveau, tu vois. Oui, donc tu as une petite boîte à outils de méditation qui te parle. Voilà. Et qui permet de rester au contact de sa propre sensation, sensibilité, sa jauge, tu vois. Je me souviens de ça. Encore une autre, tu vois, vraiment, ça m'a marqué l'accompagnement avec toi. Ouais. Je dis souvent, je suis pas le seul à le dire, mais que tout vient au juste moment, on s'en rend pas compte. Souvent, on s'en rend pas compte, mais et comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Aussi. Et je me souviens que tu m'avais dit, mais Anne, tu me dis que tu es fatiguée, mais en fait, quand tu vois l'image d'une batterie de téléphone, et tu me dis, quand tu es... toi, quand tu es fatigué, tu vas te reposer. Quand c'est vide, tu vas te reposer parce que tu n'as pas le choix. Et puis la batterie elle commence à remonter, alors tu te dis, oh ça y est. Résultat, tu te lèves et tu repars. Et alors qu'en fait, tu étais à ça, au lieu d'attendre de remonter au moins à 80%, tu repars. Évidemment, tu es de nouveau assez rapidement fatigué. Et ça m'a marqué. Et je t'avoue, je ne l'ai pas encore implémenté, hein, parce que voilà, je continue à me fatiguer. Mais c'est vachement important ça, de se rendre compte, comme tu dis, de pratiquer l'écoute pour sentir à quel niveau de la recharge on est. Ouais. Pour pas de nouveau, et pour pas faire des yo-yo, où en fait finalement on va laminer quand même un peu. Je me parle à moi-même quand je dis ça. On va laminer un peu la batterie. Parce qu'en fait, si on la met pas à pleine charge, à force, la batterie elle fatigue. Exactement. Et c'est étonnant parce que, tu vois, il y a énormément de choses que j'ai pu dire comme ça, jusqu'à ce que là, sur ces dernières années, je conscientise. Mais en fait, ces recommandations ou ces observations que je peux faire à une personne ou une autre, eh bien, c'était déjà en place. Tu vois, c'était le canevas était posé, mais jusqu'au moment où je le conscientise un petit peu plus et que c'est d'une évidence absolue. Tu vois. Et c'est vrai que c'est au moment pour moi où c'est d'une évidence absolue, parfois je le dis parce que c'est réellement ce que je sens. À la fois de ce que j'entends et parfois j'écoute beaucoup les gens, il y a ce que je vois et ce que je ressens et qui ne correspond pas à ce que la personne me dit. Oui. Parce que je vois au-delà de ce que la personne... on en revient à la tête et la tête et le reste quand on parle avec notre tête. Tout à fait. Et effectivement, du coup, ça fait que je fais miroir de certaines choses que parfois certaines personnes n'entendent pas. Mais même moi, parfois je peux dire des choses où je ne me rends pas compte en fait que je dis à cette personne une chose d'essentielle qu'elle est capable d'entendre et je réalise plus tard que c'était un outil très puissant. Tu vois. Donc, la puissance des petites choses. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je sais que je dis depuis des années, comme une espèce de ronron, tu vois. et finalité, pareil, je découvre voilà, différentes choses parce que je rencontre des personnes qui font des propositions et puis dans cette expérience, parce que je commence par l'expérience, tout d'un coup il y a le mot. Et le mot qui qualifie et qui vient finir le fait d'avoir conscience que c'est ça que tu fais. Voilà, donc l'engagement il est aussi autour de ça, c'est-à-dire que tu vis des choses et puis à un moment donné tu poses un mot, et poser un mot c'est devenir conscient. Et là c'est génial. C'est de faire la descente et puis pour la remonter. C'est-à-dire quand on est que de là-haut, ça manque la connexion là. C'est ça. Et à la fois,
quand on fait un process de développement personnel, souvent on en arrive à dire oh là là, ma tête, on veut la jeter, on veut presque se l'enlever. Mais en fait, non, elle est là, elle a une raison d'être. Et c'est vrai que revenir à un équilibre, arriver à trouver cette juste nuance dialogue. et curseur de dialogue entre. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, là où j'en suis, c'est que je découvre en vérité que les choses peuvent démarrer de là. Et ça, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est pas, on vient pas toujours partir d'une croyance pour aller poser une expérience, ce qu'on peut faire, bien sûr, qui est un petit peu l'histoire de la condition de l'avatar, qui a une idée, qui la met en proposition. Dans le bouddhisme, hein, on nettoie, on vide, et une fois qu'on est dans l'état de bodhisattva, il y a l'état d'avatar. C'est ça, c'est ça dans le développement, dans la méditation, enfin pour les gens qui sont dans la proposition. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'en suis au stade où je découvre que là, ça démarre de là, et c'est là où on est dans des pensées qui ne sont pas simplement inspirées de l'extérieur, parce qu'il y a des choses qui nous inspirent. Et puis, il y a des choses qui finalement sont des pensées, si je puis dire comme ça, créatives. Ça vient du fond de nous. Ouais, c'est ça. Et on met en mouvement et ça devient un projet, quelque chose comme ça. Et c'est différent que de dire « Ah, telle chose, c'est tendance en ce moment. » Tu vois? Oui. Et on pioche. Et on attrape ce qui est dans l'air. Et puis on fait un petit truc et puis hop, on produit quelque chose qui colle avec l'environnement. Et il y a ces choses qui sont là, qui émergent, tu vois, et qui arrivent. Et ça, j'en suis plus consciente. Oui. Tu vois, c'est une belle idée. Il m'est venu l'arbre et puis il m'est venu ce côté vraiment terre, ce qu'on peut appeler ancrage, etc. Mais c'est vrai que c'est le côté, ce côté créateur, dense. Il me vient les mots comme quelque chose de dense, tu vois, à l'intérieur de nous, qui quand on pratique de plus en plus de l'écoute de ça, en fait on se rend compte que le message il est il est limpide et il est dense. C'est-à-dire moi dont je me rends compte, c'est quand c'est là-haut, c'est très parasité, c'est très il y a un côté justement moins dense, c'est certainement le côté aérien qui vient du cerveau. Et on est dans le discours aussi. Voilà, où on est très avec des choses qu'on capte mais qui sont de l'ordre de plein de parasites, plein de on ne sait pas trop, ça manque c'est difficile du coup d'avoir du discernement quand on reste là-haut. Et je vois, moi, plus je pratique de sentir ici, avant que ça monte là-haut, parce que c'est vraiment ça, on parlait de partir de là, avant que ça remonte là-haut et que là-haut analyse qu'est-ce qu'il va en faire. Ici, je vois qu'à chaque fois, c'est limpide, l'information elle est limpide, elle est claire, et elle est dénuée et elle a cette espèce de densité, d'évidence, comme le noyau en fait, comme une espèce de noyau qui te donne l'information et où il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin de discernement en fait. L'info est là quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas à se dire est-ce que c'est plutôt ci, plutôt ça, attends. Non, il n'y a pas de discussion. Non, c'est ça, c'est ça. C'est l'histoire c'est l'évidence. Oui. L'évidence qui naît du vide. Mais moi je trouve que c'est une belle. C'est intéressant. En fait. Ce mot-là, je l'avais jamais lu comme ça. C'est magnifique. Ouais. Oui. Et en plus, on a le mot l'évidence, le mot danse dont je parlais. Oui, tout à fait. Oh, c'est magique, magnifique. Tu vois. Waouh. Merci pour ce cadeau. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment. Bon après c'est du travail aussi. De travailler sur soi, mais aussi de le mettre au service des autres. Parce qu'il y a ce qu'on fait pour soi, et puis il y a comment on le met au service des autres, tu vois. Et c'est tout ce pont, cette passerelle, dans comment est-ce qu'on se met au service des autres, qui est dans une espèce d'ajustement, de trouver le bon endroit, tu vois. Et ça, c'est vraiment pour moi... Voilà, moi j'ai commencé dans cet environnement de la famille, tu vois, de la maternité, parce que j'étais aussi dans ce côté-là, tu vois. Et puis maintenant,
mes enfants ont grandi, ils s'envolent, donc je suis dans une autre période de ma vie où je suis beaucoup plus dans, voilà, tu passes la barre des 50 et tu vis un autre aspect, tu vois. La femme sage. Ouais, voilà. Et c'est vrai que du coup, et puis pour les femmes, le corps change, donc il y a des choses qui nous parlent de l'intérieur, justement à cause de ce changement qui est en souterrain dans l'histoire de la densité, tu vois. Donc je trouve ça, moi je trouve ça passionnant, tu vois. Ouais, dans la matrice. Moi je trouve ça passionnant quand même. Ah, oui. Et c'est aussi une histoire, tu vois, moi là je suis en train de découvrir un petit peu ça, mais pas de découvrir en ce sens que je le découvre pour la première fois, pas du tout, c'est presque une confirmation de plein de choses que j'ai mis en place, et je mets un mot dessus, c'est le fait dans l'histoire d'être au féminin, c'est tu sais, l'utérus, c'est le chaudron, enfin, tu vois, la symbolique du chaudron, de cet espace qui vient accueillir, tu vois, la base, c'est l'histoire de la base, mais c'est finalement le fait d'avoir à se positionner dans le recevoir, mais plutôt le fait de capter les informations. Ça, c'est le féminin. Ouais. La femme, elle part pas en guerre et donc il saute. Tu vois, c'est pas le féminin, c'est le côté, c'est le côté un peu pénétrant, tu vois, c'est très masculin. Et l'énergie être au féminin, c'est le côté de l'ouverture, de la dilatation, de l'accueil. Et c'est tellement pas à l'image de pas mal de femmes aujourd'hui où on est vraiment des superwoman, tu vois. Et comment est-ce qu'on est dans le superwoman sans être dans ce côté oui, on peut être tu vois, c'est vrai que souvent c'est un terme, j'aime bien cette figure là et j'ai eu discuté avec des amis qui la voient sur le côté que guerrier à la masculin, mais en fait moi c'est vrai que moi j'y vois tous les super pouvoirs qu'on peut avoir à l'intérieur et qui soient aussi ceux-là. C'est ça. Et j'aime beaucoup cette image là quand tu dis dans le chaudron aussi, ce côté brassé. Oui. On va venir brasser dans le chaudron en fait. Complètement. Et embrasser. Tout à fait. Et c'est vraiment le côté, tu vois, où on est dans le développement de la notion de réceptivité et qui va bien avec, pour moi, l'idée de la sensibilité. Et c'est vrai que, tu vois, on demande toujours aux gens d'avancer, d'aller de l'avant, de rebondir, enfin, tu vois, tous ces de termes. Se remettre en selle. Voilà. Et là, c'est comment est-ce que dans cette attitude d'accueillir, et tu peux te dire que moi, pendant très longtemps, le mot accueillir, quand on disait, quand moi je lisais des trucs, on disait accueillir les contractions, ça me faisait me défriser direct, tu vois, je pouvais pas l'entendre, tu vois, quand on me disait oui, mais il faut lâcher prise, je pouvais pas entendre ce terme, ça me débecter, tu vois. Ou accepter aussi, le mot accepter. Accepter, si. Ça, moi, je pouvais. Ah. Mais la notion du lâcher prise, je prends la batte et j'accepte la personne, tu vois. Donc pendant très longtemps, j'étais... Tu vois. Et en fait, donc le côté d'accueillir, et qui pour moi, le sens qui me parle le plus, c'est d'inviter. Tu vois. Donc la notion d'invitation qui est celle d'ouvrir. Tu ne peux pas recevoir si tu n'ouvres pas. Tu vois. Tu ne peux pas faire que donner si tu ne sais pas recevoir toi-même, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu vas donner des choses si toi-même, tu ne sais pas recevoir? Et puis, des fois, avant, je disais, les gens me disaient merci. Non, non, pas la peine. Je faisais ça. Et quand on dit merci, oui, c'est ça. Mais moi aussi, je pratique de plus en plus de... Voilà. On en parlait. Gêné d'être remercié alors qu'en fait. C'est ça. Tu vois, et j'en parlais encore il y a quelques jours de recevoir aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle un compliment. Souvent, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, les jugements positifs. Avec le mot, j'utilise ce mot sciemment, jugement. Les jugements positifs des gens sur nous, souvent on les entend pas. Ou à peine, alors qu'un jugement négatif sur nous peut nous pourrir pendant longtemps. Et on oublie en fait tout le reste dont pensent les gens en bien de nous en fait. Et pareil, pour moi c'est vraiment
apprendre à savourer ces belles choses qu'on nous offre en parole à notre sujet. Ouais. Et les intégrer et s'en nourrir en étant ok sans y mettre du côté je vais me la péter ou je ne sais quoi. Voilà, comme tu dis, au lieu de dire de rien ou etc., dire merci, je prends. Avec plaisir. C'est ça, avec plaisir. Avec plaisir. Et c'est toute la difficulté, par exemple, moi je parle pour peut-être les professionnels de santé, mais je dirais les aidants, en fait. Les personnes qui sont dans un travail où il y a une relation d'aide, par exemple, s'ils aident, c'est normal parce que c'est leur métier. Et oui, aussi. Donc, on ne va pas les remercier. Ou si on les remercie, le professionnel va dire non, c'est normal, je suis payé pour ça. Comme le côté ça va de soi, tu vois. Et on oublie les choses qui sont là. Pourtant, les aidants ont réellement besoin de sentir toute la gratitude de ce qu'ils font au quotidien, tu vois. Et je dirais que c'est finalement dans tout ce qu'on fait, tu vois, je pense au boulanger, je pense etc. Ou quelque part, il y a ce côté ça va de soi, c'est un petit peu aussi comme respirer tous les jours un air pur ou un air tout court. Ça va de soi. Ou en France, avoir de l'eau potable au robinet tous les jours, ça va de soi, on le voit même plus. Et ouais, moi je dirais que je milite pour que vraiment on reprenne conscience de tout ça, de tout ce qu'on a autour là, tout ce qu'on a déjà et de le goûter et de le savourer et remercier pour ça parce que. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté d'avoir à pouvoir accueillir. Et oui. Et est-ce que justement dans cet accueil, tout ça, il me vient, tu as carte blanche. Vas-y. Pour terminer l'interview, j'aime demander à l'intervenant de lancer un challenge, une impulsion, un défi, on l'appelle comme on veut, à la communauté Inspire the Change, quelque chose à expérimenter. Et on aura plaisir à avoir vos retours d'expérimentation en commentaire. Alors Fanja, qu'est-ce qui te viendrait Alors, ce qui me vient comme ça serait un petit truc que moi j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps, qui est de prendre une feuille blanche et d'être d'abord en connexion avec ces sensations, avec ce qu'on est à l'instant où on le fait. Donc là, tu dirais de respirer peut-être pas de pensée, pas d'être dans le mental qui réfléchit à la proposition. Et c'est Donc, quand tu dis ça, pour ceux qui d'avoir se diraient que pour ceux qui se diraient oui d'accord, mais c'est-à-dire pas être dans le mental, ça veut dire juste prendre la feuille sans réfléchir. Alors, c'est s'installer dans un endroit où on peut être tranquille, dans un endroit où on se sent confortable, et c'est un moment où on va être dans son intériorité, pas dans ce que je pense, c'est ce que je ressens plutôt. Et donc, faire quelques respirations un petit peu avant pour s'ancrer dans les sensations. Et sur cette feuille blanche, c'est de tracer un cercle, un grand cercle, et de noter par rapport aux éléments relationnels, d'accord, ce que j'aime. Donc c'est et de remplir, et donc c'est j'aime quand je prends du temps pour moi le matin, j'aime quand je ne parle pas le matin, j'aime et qui font que on est avec soi. Voilà. Et une fois qu'on met tous les j'aime ceci, j'aime cela, j'aime qu'on me prenne dans les bras quand je rentre le soir à la maison, voilà. Et qui sont des choses qui nous ressourcent de l'intérieur. Et à la fin, en dessous, sous la feuille, une fois qu'on a rempli tous les j'aime, et qui ne concernent que nous, pas j'aime quand l'autre me dit bonjour le matin, c'est pas ça. C'est j'aime être pris dans les bras, par exemple. Voilà. Et à la fin, en bas de page, on se met un grand oui.
Ah, chouette. D'accord. Mhm. Deuxième étape, on prend une feuille, toujours, on fait le cercle, d'accord. Et je n'aime pas, Mhm. je veux pas. Ah oui, ok. Je veux pas, par exemple, qu'on m'oblige à faire ce que je ne demande pas. Je veux pas que quand je suis dans mes heures de travail, on vient m'interrompre pour des choses personnelles, sauf si c'est une urgence. Je ne veux pas par exemple, je te prends un exemple, d'être intégrée dans un conflit alors que je ne suis pas concernée. Mhm. Je ne veux pas, par exemple, ou je n'aime pas, par exemple, ne pas recevoir une réponse quand j'envoie un message. Voilà. Mhm. Toutes ces choses qui correspondent à notre territoire intérieur. Et une fois qu'on a rempli le cercle, Mhm. on met non. C'est nous non. Et c'est un non qui n'est pas un non qui repousse l'autre, Mm. tu vois, parce qu'on a du mal à dire non. Est-ce que c'est un nom de limite, on pourrait dire? En fait, c'est un D'écoute non de soi? qui vient protéger notre espace intime. Ouais. Donc c'est un non protecteur, C'est ça. qui n'est pas culpabilisant quand on dit non à l'autre. En fait, tu vois, ça, tu me proposes, mais en fait, c'est non. Et en fait, ça correspond à un non protecteur pour notre espace intime. Mm. De manière à identifier, lorsqu'on le pose par écrit, à partir de ce qu'on ressent, au fur et à mesure, c'est intéressant de pouvoir le faire une fois de temps en temps. Et l'idée, par exemple, c'est si on le fait régulièrement, je sais pas, une fois par semaine, Mhm. par exemple, sur une période, et ben, c'est d'identifier aussi comment on a conscience de l'endroit qui correspondrait peut-être à nos limites. Hein. Mhm. Mais c'est pas une limite dans le sens où c'est l'endroit où je sens que si moi-même je suis en train de dire oui à cet endroit où je dis non, eh ben, je ne suis pas engagée envers moi-même pour prendre soin de moi. Mais en fait, moi, ce qui me vient aussi, c'est que je pense qu'en le faisant souvent, ça permet aussi, quand on est dans l'instant de devoir dire non, D'actualiser. et de le dire de manière posée, sans culpabilité, C'est ça. sans agressivité. C'est ça. En ce qui me concerne, je vois que les fois où j'ai été obligée de dire non, je dis obligée parce qu'en fait, je me suis sentie acculée. Et justement, à ce moment-là, je le dis en attaquant ou en me défendant. C'est ça. Et du coup, c'est très mal reçu. C'est ça. Parce qu'en fait, je me suis laissée aller trop loin. Donc, moi j'appelle ça me sentir acculée. Et dans ces cas-là, ben, c'est comme une bête, en danger. Elle sort les griffes, en fait. Et je suis en train de me dire que si je pratique ça, je pourrais certainement mieux dire non. Tranquillement, sans justifier. Voilà, sans justifier, ça c'est très important parce Sans que ça, je justifier. vois très bien de quoi tu parles. Et Voilà. de manière aussi, peut-être avant de me sentir acculée. C'est ça. Et en fait, après, une fois que il y a la feuille du non, en fait, eh ben, tu sais, c'est comme la procédure là, des petits bonhommes à lunettes, tu la découpes. Ah voilà, j'allais te demander Et si après, après il y avait un petit Il faut rituel. voilà, il faut la découper et on jette ou on brûle. On brûle ce qui nous parle. Voilà. C'est souvent ce que je dis pour ce genre de rituel, c'est de faire ce qui parle. Ouais. Donc, soit l'enterrer dans un jardin, Voilà. soit la brûler, soit la mettre dans une rivière, C'est ça, comme c'est ce ça. qui nous parle. C'est ça. C'est ça. Ou aux toilettes aussi, c'est aussi possible. Ça, c'est une forte charge symbolique aussi, Ouais, le mettre aux toilettes. Voilà. Moi, je trouve que c'est une proposition que je trouve intéressante. Et le oui, du coup, la feuille du oui? La feuille du oui, on la garde. D'accord. Et puis on la relit. On la revoit un peu pour dire ah oui, ça c'est. Tiens, attends, je vais rajouter un oui. Tu vois, ça. Un peu comme le pot des gratitudes qu'on propose de faire aussi, des fois aussi, de mettre régulièrement dedans et de l'ouvrir de temps en temps et se dire ah tiens oui, tiens il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un autre défi que je trouve bien et que j'ai réalisé qu'il y avait une puissance, c'est de temps en temps de se poser la question envers quoi je me sens reconnaissant, envers quoi ou envers qui je me sens reconnaissant. Et c'est de se le dire à haute voix.
Donc on se prend un petit temps où on se fait une petite méditation pour se poser en soi et pas d'avoir à le faire de façon intellectuelle, encore une fois. Oui, Et certains disent de l'écrire le matin voilà, dans un envers cahier. quoi je me sens reconnaissant. Alors ça peut être à la fin d'une journée ou tu vois. Et de temps en temps, ça c'est quelque chose qui est un process d'auto-restauration, tu vois, par rapport à quand tu te sens pas bien. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais pour remonter? Ça permet de l'autorestauration. Voilà, voilà. Et donc, quand on se le dit, on se rappelle finalement ce qui est essentiel pour nous. Et on peut ressortir si on l'a mis sur un... vibrer. Oui, si on l'a mis sur un carnet, on peut le ressortir aussi dans les Pourquoi instants. pas, pourquoi pas. Et le fait de se le dire, ou dans sa tête, hein, voilà, en fait, je me sens envers qui aussi, hein, je me sens reconnaissant envers telle personne. Oui, c'est de faire monter à la conscience. Voilà, c'est pas forcément l'écrire ou le, voilà. ou le dire à haute voix, mais c'est en tout cas le monter à la conscience. C'est ça, c'est ça. Envers qui ou envers quoi. Voilà, je me sens reconnaissant d'avoir été faire cette balade parce que ce jour-là, j'avais le moral à zéro et que finalement, de voir cette forêt et cette rivière, ça m'a ressourcée. Tu vois, ça peut être ça. Ou bien, je me sens reconnaissant d'avoir... moi, je croise des livres sur mon chemin, d'avoir découvert tel livre parce que ça a changé ma vie, quoi, tu vois, et que j'étais passionnée de lire telle chose, tu vois. Alors justement, en parlant de livres, Fanja a sorti un livre dont le titre est Prendre soin de son périnée à tout âge. Voilà. Et c'est un livre magnifique parce qu'il parle du parcours de Fanja qui résonne aussi, qui résonne dans le parcours qu'on peut avoir. Et en fait, vous pouvez retrouver Fanja sur les réseaux sociaux. Elle a une page Facebook qui s'appelle Fanja Randriamanjato, auteur. Et Fanja donc, disait qu'elle croise souvent des livres. Fanja m'a fait découvrir beaucoup de livres grâce à sa page. Bon, avant sur son profil personnel, mais maintenant qu'elle a sa page, vous pourrez aller aussi découvrir les partages qu'elle fait sur ses lectures. Et moi, vraiment, c'est avec toi que j'ai découvert Christian Bobin. C'est vrai ? Ses pépites. Ouais. J'adore. Voilà. Et allez voir ce que fait Fanja. Son livre, vous pouvez trouver le lien sur ta page Facebook. Oui. Voilà. Vous pouvez aussi nous faire des commentaires si vous souhaitez vous procurer le livre. Ce sera avec joie que Fanja pourra vous le dédicacer aussi. Et Fanja est à Marseille. Là, je sais que tu chemines sur les propositions que tu peux faire parce que tu me disais qu'il y a un certain nombre de personnes qui te demandent si tu vas animer des stages, etc. Alors aujourd'hui, tu es encore sage-femme dans le contexte professionnel assez normé de ce métier-là, mais je sais que bon, voilà, on disait ça prend son temps, lentement mais sûrement, et on verra. Aujourd'hui, on co-crée ensemble cette interview. Déjà, je suis ravie que vous ayez pu, hommes et femmes et hommes, entendre ce que Fanja a à dire. Oui, parce que être féminin, c'est pas simplement quand on est une femme. Voilà. C'est vrai, tu as raison de préciser. Et voilà, et cette pépite qu'est Fanja, je suis très heureuse que vous puissiez, vous aussi, les hommes, la découvrir, puisque c'est quand même globalement des femmes qui viennent te voir. Et comme je disais, voilà, tant l'apto que ta présence, que ton processus d'accompagnement me semble correspondre en fait à l'humanité au sens large, donc tant aux femmes qu'aux hommes. Voilà. Merci Fanja. Oui, un grand plaisir, plaisir d'avoir pu te revoir ici, et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.